Et voilà, ça marche. Monsieur l'ambassadeur, cher Philippe, mesdames et messieurs, chers amis du bureau de la SAR ici à Paris, chers partenaires des régions de France et de la région Grand Est qui nous suivez aujourd'hui pour cet événement en ligne. C'est un plaisir de vous accueillir tous et toutes pour ce deuxième rendez-vous de la rentrée, le premier en mode réellement hybride, car pour la première fois, je vous parle depuis Paris, ensemble avec notre invité cet après-midi. Et c'est donc un grand plaisir pour moi d'accueillir un excellent connaisseur du transfrontalier et un ami de la SAR pour cette 20e édition de nos Partnatogs sur la plateforme en ligne de la stratégie France du Land de SAR. Comme toujours, nous parlons français et Madame Pilger effectue la traduction simultanée en langue allemande. Cher Philippe, Monsieur l'ambassadeur, bienvenue dans notre bureau de Paris. Vous êtes ici chez vous, tu es chez toi, entre Grand Est et la Sarre, dans une région qui vous est chère. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Tu connais notre région puisque tu étais pendant 4 ans en tant que conseiller diplomatique du préfet de Grand Est à Strasbourg, où tu as laissé un excellent souvenir aussi auprès des Sarrois. Nous avons ensemble vécu cette période difficile du début de pandémie en 2020, ces mois difficiles de mars et d'avril 2020, et c'est sans doute le seul côté positif de cette pandémie que jamais les administrations et les décideurs français et allemands n'ont travaillé autant ensemble. Et je veux profiter de l'occasion aujourd'hui de te remercier pour cet engagement extraordinaire pendant ces semaines et ces mois difficiles. Puis est venu avec la préfecture de Grand Est et de la région Grand Est le temps du Business Act, à savoir comment préparer la sortie de crise au plan économique. Merci à Madame le Préfet et Monsieur le Président de m'avoir confié à l'époque groupe de travail transfrontalier. C'était une expérience passionnante que nous avons partagée ensemble, dont il ressort d'ailleurs plusieurs propositions que nous voulons mettre en œuvre, comme le statut d'apprenant transfrontalier. Le Land de Sarre, tu le sais, est pleinement mobilisé pour simplifier la vie quotidienne des citoyens vivant dans notre région transfrontalière sur les deux côtés de la frontière. La crise, c'est vrai, a mis en évidence des faiblesses. Nous travaillons ensemble à les résoudre. Et tu le sais, dans les régions transfrontalières, malheureusement, il nous reste beaucoup à faire pour vraiment débloquer les freins qui existent encore aujourd'hui et qui laissent des traces négatives dans la vie quotidienne de nos concitoyens et dans la dynamique économique et sociale de nos territoires. Toutes ces divergences juridiques, ces obstacles administratifs, ces barrières administratives, des réflexes parfois aussi protectionnistes, ici ou là, des systèmes de prise de décision très différents dans nos deux pays, sans oublier les différences interculturelles. Tout cela, l'ambassadeur Voirie le connaît dans ses réussites comme dans ses blocages. Merci à lui de venir nous présenter son rôle, et je cite l'intitulé officiel, d'ambassadeur pour les commissions intergouvernementales, la coopération et les questions frontalières. Il nous en dira plus sur les priorités de la stratégie transfrontalière de la France et sur la manière dont son expérience entre Sarre et Grand Est nourrit sa réflexion. Enfin, si des bonnes pratiques administratives constatées à d'autres frontières peuvent être utiles à nos concitoyens de Sarre et de Lorraine, de Moselle, de Grand Est, nous sommes tous preneurs. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Merci de votre présence. Cher Philippe, la parole est à toi. Monsieur le secrétaire d'État, cher Roland, merci beaucoup de cette introduction très chaleureuse qui est à la mesure, je crois, de l'excellente coopération que nous avons eue pendant
Oui, pardon, j'avais oublié d'activer le son. Monsieur le secrétaire d'État, cher Roland, merci beaucoup de cette introduction très chaleureuse qui était la mesure de l'excellente collaboration que nous avons eue pendant 4 ans alors que j'étais à Strasbourg et que vous officiez depuis Sarrebruck et en parcourant d'ailleurs toute la région Grand Est. J'ai un souvenir bien sûr très ému de notre travail pendant l'année 2020, pendant cette période extrêmement difficile, mais où la SAR, et notamment à travers son secrétaire d'État aux affaires européennes, a joué un rôle essentiel pour prendre en compte les préoccupations des populations frontalières et obtenir aussi vite que possible la rouverture de la frontière. La SAR a vraiment joué un rôle de premier plan pour assouplir les restrictions frontières, puis obtenir une ouverture complète. Et je crois que sans ton engagement, sans l'engagement des parlementaires de part et d'autre, sans l'engagement de tes collègues, bien sûr, au gouvernement de SAR et du ministre-président, la frontière n'aurait sans doute pas été rouverte si vite. Donc ça, c'est une chose qu'on n'oublie pas, qui est à la mesure de la place, évidemment, stratégique de la SAR dans la relation franco-allemande. J'ai aussi un souvenir particulièrement marquant de la présidence que tu as exercée, de l'un des principaux groupes de travail de la stratégie de relance de la région Grand Est. Et pour moi, c'était vraiment remarquable de voir à la fois que la région Grand Est pouvait confier un de ses groupes de travail à un élu d'une entité voisine et que cet élu, d'une part, accepte et d'autre part, mène ce travail avec une telle maestria, puisque je pense que c'est un des groupes qui ont été les plus féconds et qui ont travaillé le plus vite. Voilà, donc ça, c'est vraiment l'Europe telle que nous la souhaitons, et c'était une belle façon d'oublier les moments difficiles que nous avions vécus avant, avec cette frontière fermée, ce qui, évidemment, pour les Européens convaincus, nous touchait profondément. Sur ma mission, ce que je peux dire, alors pour ceux qui m'ont connu dans le Grand Est, je dirais, je la conçois un peu de la même façon, sauf qu'au lieu d'avoir 4 frontières, désormais, j'en ai 6 principales, puisque d'une part, je couvre la frontière belge et la frontière suisse dans leur intégralité, mais en plus, j'ai 2 frontières nouvelles pour moi professionnellement, qui sont bien sûr la frontière espagnole et la frontière italienne. Alors, coup de chance, je dirais, je suis arrivé à un moment où le président de la République avait justement l'intention d'accélérer les travaux qui avaient été engagés dès 2017 sur un futur traité franco-italien, le traité di Quirinale. Et le président de la République a aussi programmé au début de cette année, le 15 mars 2021, un sommet avec son homologue espagnol à Montauban. Et ces 2 entreprises, ces 2 démarches nous offrent la possibilité de transposer une partie de ce que nous avons mis en œuvre sur la frontière franco-allemande, de transposer ces inventions sur les 2 autres frontières italiennes et espagnoles. Bien sûr, mutatis mutandis, dans le respect des particularités locales. Mais disons, ça nous permet de profiter de la dynamique d'Aix-la-Chapelle pour voir avec nos autres voisins si nous ne pourrions pas aussi approfondir notre relation. Voilà, je dirais, c'est l'essentiel de mon mandat tel que je le conçois, avec bien sûr une dimension qui n'est pas changée, celle d'être à l'écoute des populations frontalières, de leurs élus, pour essayer de déceler les problèmes qui surviennent, les problèmes quotidiens, et essayer de leur trouver une réponse. Cher Philippe, merci tout d'abord de partager avec nous ta position, ce que tu fais en ce moment en tant qu'ambassadeur pour cette mission très très intéressante. C'est toujours un souhait du gouvernement de la SAR de chercher le best practice dans le transfrontalier aussi, bien sûr avec des régions françaises qui ont des frontières avec d'autres pays européens, mais aussi dans le contact avec les autres Länder allemands, pas seulement sur le côté franco-allemand, mais sur les frontières que l'Allemagne a avec la Pologne, etc. Donc, merci tout d'abord pour cela. Nous avons reçu déjà, et j'invite tous les participants en ligne à nous poser encore d'autres questions sur notre compte Facebook
ou par email à l'adresse bureau@paris.sarland.de. C'est toujours possible de nous poser des questions que nous allons citer ici. Je commence avec les premières questions que nous avons reçues du côté de la IHK de Saarbrück, de Madame Schneiders, qui nous a posé quelques questions sur l'apprentissage transfrontalier. Je vais citer les deux questions qu'elle nous a envoyées. D'abord, quelle est la position de la France sur le sujet de l'apprentissage transfrontalier? Et d'abord, comment poursuivre la coopération transfrontalière dans le domaine de l'apprentissage, surtout en vue des questionnements financiers qui, au cours de ces 2 dernières années, n'ont été résolus qu'à court terme. Existe-t-il, il y a encore une question, des annonces concrètes sur qui devrait être l'interlocuteur local au niveau de la région Grand Est à ce sujet? C'est la question de Madame Schneiders de la Chambre de commerce et de l'industrie. Philippe. Oui, vous savez tous que depuis la réforme qui a confié l'apprentissage aux organisations professionnelles, alors qu'avant l'apprentissage relevait des conseils régionaux, vous savez tous donc que les dispositifs préexistants de la région Grand Est sont restés dans une certaine incertitude du point de vue de leur financement. Alors, le ministère des Affaires sociales, prenant conscience de la situation, a garanti la continuité du financement en prenant en charge la formation dans les CFA des apprentis qui iraient ensuite travailler dans des entreprises allemandes. Ça ne peut être qu'un dispositif temporaire et le ministère des Affaires sociales a dans le même temps demandé un rapport à l'Inspection générale des affaires sociales sur la situation de l'apprentissage frontalier pour trouver une solution de long terme. Lorsque j'étais encore en préfecture, il y a, je dirais, un peu moins d'1 an, nous avions été entendus avec la préfète de la région Grand Est et quelques collègues par cette mission qui a rendu son rapport en avril de cette année. Alors, ce rapport fait une synthèse, il n'est pas public à ce que je sache, mais il fait une synthèse de toutes les propositions qui avaient été reçues. Je dirais, tout converge en fait sur ce sujet. Et il fait une synthèse des propositions au moins françaises, et notamment, il propose quelques aménagements législatifs pour créer un statut à l'apprentissage frontalier. L'étape suivante, je dirais, c'est que ces modifications législatives soient mises en œuvre si c'est, je dirais, l'arbitrage qui est rendu par le ministère des Affaires sociales avec ses partenaires. Donc, le ministère des Affaires étrangères aura aussi bien sûr une voix dans ce processus. Et lorsque ces modifications législatives seront prises en compte, si elles le sont, mais je ne vois pas de raison pour lesquelles ça n'aurait pas lieu, on pourra à nouveau poser les bases d'un dispositif qui sera plus sûr juridiquement, qui sera mieux assuré et de ce fait sera plus facile à financer. C'est-à-dire quand on aura une sécurité juridique complète, on pourra espérer donc avoir un financement facilité. Mais le financement, ce sera sans doute un financement de toute façon qui fera intervenir tous les partenaires concernés, et en particulier les bénéficiaires du dispositif d'un point de vue entrepreneurial, enfin, c'est-à-dire les employeurs, peut-être à travers les organismes de financement aussi de la formation professionnelle, participeront sans doute au financement de la formation des apprentis. Voilà ce que je peux dire à ce stade. Je comprends de quelques signaux que le sujet progresse en ce moment, en tout cas que les administrations centrales réfléchissent à la mise en œuvre du dispositif. J'espère que nous aurons bientôt des nouvelles à l'automne, peut-être au prochain comité d'Aix-la-Chapelle. Merci Philippe pour cette réponse.
Merci pour cette réponse. Cher Philippe, tu sais très bien à quel point cette question est urgente pour la solution de ce problème qui a été mentionné par la question de Madame Schneider. C'est urgente pour le marché de travail transfrontalier dans notre région entre Moselle et Sarre. Le dernier événement en présentiel que nous avons organisé ici au bureau de Paris au mois de février 2020. Tu te souviens parce que tu faisais partie, tu étais là parmi nous dans ta position à l'époque encore à Strasbourg. Nous avons parlé de ce problème et il est important pour nous d'apprendre qu'il y a du progrès avec ce rapport qui va être publié bientôt, que nous allons avoir une solution de long terme et une solution qui sera juridiquement certaine pour tous ceux qui dépendent de ce marché de travail transfrontalier et cette formation transfrontalière qui est importante pour l'économie sarroise et mosellane. Donc, merci pour cette question, Madame Schneiders, mais aussi pour la réponse, cher Philippe. Nous avons une deuxième question du côté de la Arbeitsagentur, donc pour l'emploi, de Madame Laura Maillard, qui nous a envoyé une question aussi sur la coopération ou bien la formation transfrontalière. Je vais la citer comme elle nous l'a envoyée en allemand. Elle sera traduite par Madame Pilger en français et Philippe parle allemand comme nous tous. Die grenzüberschreitende Ausbildung ist ein wichtiges Thema für unsere Grenzregion. L'apprentissage transfrontalier est une thématique très importante pour notre région frontalière. Les acteurs régionaux ainsi que les chambres soutiennent la promotion de cette thématique. Avez-vous de nouvelles informations par rapport à l'avenir de cette thématique et quel est le rôle, quelle est l'importance de cette thématique en dehors de la région frontalière pour la stratégie transfrontalière de la France? Alors, merci, cher Roland. C'est intéressant de voir un tel intérêt des internautes pour la question de la formation transfrontalière parce que c'est un thème qui se développe en permanence. Et les 2 derniers jours, par exemple, j'ai assisté à l'Assemblée générale de la mission opérationnelle transfrontalière où j'ai revu la présidente de l'Eurométropole de Strasbourg, Madame Pia Ims, qui m'a expliqué qu'elle-même portait avec la métropole de Strasbourg le projet d'une école de management binationale à Kehl. Donc, je dirais, en matière de formation, les projets sont multiples, portés par des partenaires multiples. Les administrations d'État considèrent ces projets avec la plus grande bienveillance. Elles s'efforcent de les faciliter. Et je pense que on a, je dirais, une offre qui explose en ce moment, avec beaucoup d'initiatives intéressantes, notamment à Strasbourg, mais pas seulement. Et nous aurons sans doute aussi bientôt un panorama qui sera dressé de ces initiatives dans un cadre intergouvernemental pour pouvoir être sûr de tout suivre et de soutenir les projets qui en ont besoin. Donc, la formation est vraiment au premier plan, je dirais, de la coopération franco-allemande. D'accord, merci beaucoup. Il nous reste une 4e question du directeur de la Chambre du commerce et de l'industrie de la Sarre, responsable pour le commerce extérieur, Monsieur Oliver Groll, qui est aussi présent en ligne et qui nous a envoyé une question, la question suivante. Il écrit, je le cite en allemand, kurz vor Corona. Donc, juste avant l'éclatement de la crise de Covid-19, il y avait des entretiens bilatéraux
pour savoir comment le marché des services transfrontaliers dans la grande région peut être facilité. Donc, je cite le mot-clé détachement, le formulaire A1. Y aurait-il dans les semaines et les mois à venir de nouvelles pistes de solutions? Cher Philippe. Alors, merci Roland. Alors effectivement, ça c'est une question dont nous nous occupons depuis plusieurs années. Je dois dire que j'étais confronté à ce sujet dès mon arrivée à Strasbourg en 2016. Alors, c'est un sujet compliqué, vous le savez. Il y a eu une réforme du dispositif européen sur le sujet. Il y a une réforme qui est en cours, qui est en voie d'achèvement du règlement européen concerné. Et sur cette base, les ministères des Affaires sociales devaient réexaminer la situation franco-allemande. Voilà. Donc, c'est un sujet qui va être remis sur l'ouvrage sur la base des avancées qui ont été faites au niveau communautaire. Merci. Je viens de recevoir une 5e question de Martine qui nous écrit, ça je ne peux pas lire, mais je peux lire la question. Dans quelle mesure, ça c'est intéressant d'un point de vue général, la coopération franco-allemande inspire-t-elle les autres coopérations transfrontalières et qu'est-ce qu'elle a-t-elle de particulier? Donc, qu'est-ce que vous faites à la frontière franco-espagnole, franco-italienne qui a été fait chez nous? Ou peut-être, je peux ajouter ça à l'inverse, qu'est-ce qu'on peut apprendre de la coopération franco-italienne, franco-espagnole pour la coopération régionale transfrontalière chez nous entre la Sarre et le Grand Est? Alors, merci. Roland, ça c'est une question qui me va droit au cœur parce que effectivement, chaque fois que je voyage maintenant en particulier, je voyage beaucoup sur la ligne des Pyrénées en ce moment. À chaque fois, je pense à la frontière entre la France et l'Allemagne et je me dis quelles sont les similarités, quelles sont les différences. Je dirais la frontière franco-espagnole, c'est comme la frontière franco-allemande, c'est la même chose, sauf qu'il y a une petite montagne entre les deux qui s'appelle les Pyrénées, qui est la montagne la plus infranchissable sur le territoire français. Donc évidemment, ça induit quelques facteurs différents. Pour être plus sérieux, je dirais ce qui m'a marqué, c'est par exemple la semaine dernière en Occitanie, ce qui m'a marqué, c'est la densité des échanges informels entre les sociétés civiles notamment, mais une faible institutionnalisation par rapport à ce que nous connaissons dans le coin nord-est de la France. C'est-à-dire que nous avons la chance d'avoir des formats multiples qui ont tous leur légitimité d'ailleurs. Et nous avons la chance d'avoir des formats qui maintenant réunissent tous les niveaux pertinents. Je pense notamment au comité d'Aix-la-Chapelle, dont c'était la grande nouveauté par rapport à la conférence du Rhin supérieur, c'est que le comité d'Aix-la-Chapelle non seulement associe les capitales, mais il associe également des parlementaires. C'est-à-dire qu'on a réussi dans un comité à intégrer les mécanismes qui font la vitalité de nos démocraties. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous avons tous le souvenir d'interpellations vigoureuses parfois par certains de nos députés, mais qui ont permis de faire avancer les choses. Alors pour l'instant, nous n'avons pas ce genre de dispositif sur les frontières italiennes et espagnoles, mais il y a un souhait des acteurs locaux d'en disposer, parce qu'ils se rendent tous compte que pour beaucoup de questions qu'ils se sont posées, la personne ou l'institution qui a la réponse n'est pas forcément présente. Donc, je dirais que c'est la principale source d'inspiration. Après, je dirais du point de vue de la culture transfrontalière, ce qui me marque sur la frontière franco-allemande, ce sont deux choses. D'abord, la densité des relations humaines qui sont très fortes et je dirais peu protocolaires. C'est-à-dire que ce que j'ai vécu sur la frontière franco-allemande, ce sont des relations qui étaient assez décomplexées, assez simples et directes et souples et assez spontanées. C'est-à-dire que les gens ont l'habitude de se voir, ils se connaissent bien depuis des années et il y a suffisamment d'événements informels organisés par la Sarre notamment, par le Pays de Bade, pour que les gens se connaissent vraiment bien avec un niveau de confiance élevé. C'est d'ailleurs, à mon avis, ce qui a permis les échanges de patients. C'est parce qu'il y avait des liens humains très forts. Donc ça, c'est la première chose qui me marque.
et que je n'ai pas encore vu. Alors peut-être est-ce parce que je n'ai pas assez voyagé sur les frontières italiennes et espagnoles, mais je n'ai pas encore vu une telle proximité entre les élus. Et l'autre chose qui me marque, c'est que comme nous avons eu une histoire entre la France et l'Allemagne, évidemment singulière, avec malheureusement de nombreux conflits, je crois qu'en franco-allemand, on ne s'arrête pas aux difficultés. C'est-à-dire qu'on sait que tout est possible. Tout est possible. Nous nous sommes réconciliés après 4 siècles de conflits, ce qui veut dire qu'on peut arriver à tout faire ensemble. Et donc, chaque fois qu'il y a un obstacle, je pense que personne ne prend jamais le non comme une réponse. C'est-à-dire qu'on dit, bon, il y a un obstacle, très bien, on va trouver une solution, on va trouver moyen de se mettre d'accord, et l'expérience montre qu'on y arrive. Et je pense que sur les frontières espagnoles et italiennes, qui, Dieu merci, ont été plus paisibles depuis 2 siècles, eh bien, on ne connaît pas encore tout ce qu'on pourrait faire. C'est-à-dire que les acteurs n'ont pas encore conscience qu'ils ont de l'or entre les mains et qu'ils pourraient surmonter toutes les difficultés. Ils n'ont pas encore assez confiance en eux. Voilà, mais aussi parce qu'ils ne se connaissent pas encore assez. Donc, c'est ça les enseignements que je tire de mon expérience sur la frontière franco-allemande. Merci beaucoup. Et je pense qu'on peut dire que c'est aussi un encouragement d'approfondir encore chez nous les relations personnelles entre les décideurs politiques, mais surtout entre les sociétés civiles qui portent ce projet politique franco-allemand bien au-delà de nos frontières. J'ai reçu 2 autres questions maintenant. La première de Pierre qui nous écrit de Forbach. C'est d'ailleurs très intéressant de se rendre compte combien de spectateurs nous suivent depuis la Moselle. C'est 50-50 entre la Sarre et la Moselle. C'est une question sur ton rôle nouveau. Il nous écrit, êtes-vous aussi en charge de la coopération transfrontalière des Outre-mer? Donc, est-ce que c'est qu'en Europe ou bien au-delà? Alors, effectivement, la question est très pertinente parce que je me la suis posée en prenant mes fonctions. Et je me rends compte maintenant, je suis très sollicité sur les Outre-mer. Il va falloir effectivement que j'entame une tournée dans certains Outre-mer où nous avons des problèmes de coopération frontalière aussi insuffisamment développés, alors que le potentiel est énorme. Et des problèmes sur lesquels nous pourrions proposer des solutions inspirées des contextes que nous connaissons en métropole. Alors évidemment, les situations sont très différentes, mais enfin, on a de toute façon 2 populations de part et d'autre d'une frontière, avec souvent un appel d'air assez fort, plutôt vers le territoire français, et des enjeux de sécurité, de migration, mais aussi de coopération économique à traiter. Et donc, j'espère pouvoir m'attaquer à ces questions prochainement avec le concours de mes collègues, bien sûr, qui connaissent très bien ces régions, soit dans la direction des Amériques, soit au ministère de l'Outre-mer, bien sûr, avec lequel j'ai déjà commencé une coopération fructueuse, et puis, bien sûr, sur place. Donc, oui, en fait, ce qui est amusant aussi, c'est que les frontières de l'Outre-mer sont souvent déterminées par des traités européens, des grands traités européens, qui ont conclu des conflits européens, notamment certaines des guerres de Louis XIV. Donc finalement, la même source juridique a parfois induit les mêmes difficultés, les mêmes ambiguïtés. Donc je suis impatient de retrouver ces problématiques sur place. Merci. Alors bon voyage pour ces missions intéressantes. Une dernière question qui nous a été envoyée par Mathilde Sargamine. Elle te demande quel regard est-ce que vous portez sur la stratégie France du Land de Sarre? Bonne question. Philippe. Alors pour nous, c'est une bénédiction, évidemment, ça nous réchauffe le cœur. La Sarre a une histoire évidemment intimement liée à celle de la France. J'ai vu un autocollant amusant à Berlin d'ailleurs il y a 3 semaines dans un bar qui avait peut-être été laissé par un Sarrois qui était en anglais. Et l'autocollant disait la Sarre qui prétend ne pas être française depuis 1957. Et évidemment, un espace comme la Sarre, dont l'histoire est
et partagée, a tout intérêt à jouer sur les deux tableaux, à cultiver les deux cartes, à être biculturel avant tous les autres. C'est sa richesse, c'est la richesse de son histoire et ce sera la richesse de son avenir. Donc maintenant, je dirais pour nous Français, il faudrait qu'on réussisse à faire la même chose. La stratégie de la SAR a inspiré bien sûr la collectivité européenne d'Alsace, y compris dans sa volonté de se doter d'un statut qui lui offre des possibilités particulières en matière linguistique. Donc c'est un bel exemple pour nous tous. Et je remarque effectivement que tous les interlocuteurs sarrois que j'ai rencontrés, non seulement une maîtrise du français exceptionnelle, mais en plus connaissent bien l'histoire de la France et se sentent aussi bien d'un côté que de l'autre. Donc pour nous, c'est très précieux et c'est vraiment un modèle, je pense, à l'échelle européenne. Merci pour cette réponse qui est très, très importante je pense, pour les spectateurs sarrois de savoir, et pour nous, en tant que gouvernement de la SAR, de savoir à quel point le ministère des Affaires étrangères français porte un regard attentif de ce que nous faisons chez nous. Et merci d'ailleurs, cher Philippe, pour le soutien que nous avons sur beaucoup de questions très concrètes, mais d'ailleurs aussi sur la présence ici à Paris, pour tout ce que nous faisons à Paris avec nos amis français dans la région Grand Est et d'ailleurs. Maintenant, il me reste à demander si nous avons d'autres questions. La régie me dit que non, donc il me reste à te remercier chaleureusement, cher Philippe, de ta présence ici avec nous pour ce deuxième événement, ce premier événement réellement hybride. C'était un grand plaisir de te rencontrer encore une fois ici à Paris. C'était pour nous tous très intéressant de profiter de ton expérience diplomatique dans notre région, mais aussi sur d'autres frontières françaises. Et je suis très heureux de t'avoir comme partenaire, comme interlocuteur précieux au sein du ministère des Affaires étrangères ici à Paris. Merci pour tout ce que tu as fait déjà pour la coopération franco-allemande, pour la coopération avec la SAR. Bon courage pour tout ce que tu vas faire dans l'avenir. Et je peux vraiment dire, Philippe Vory est un ami fidèle de la SAR et nous sommes ravis d'avoir des amis comme toi ici à Paris. Donc, merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, cher Philippe. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis pour cet événement en ligne. Je vous attends ici le 14 octobre prochain pour pour le prochain événement, ensemble avec David Capitan, professeur de la Sorbonne, qui va nous parler un peu de ce fameux millefeuille administratif français qui nous reste à découvrir pour beaucoup d'Allemands entre nous, qui est peut-être aussi compliqué que le fédéralisme allemand. C'est pas mieux, pas pire, mais différent. Donc, nous allons mettre en ligne cet événement le 14 octobre, même heure, même place, 15h15. Je vous attends. Merci à vous tous et à vous toutes, et encore une belle journée à tout le monde. Merci.